Ce qui m'intéresse dans la conception du radical, ou moi j'ai pas l'impression de prôner des choses, j'ai l'impression de dire les choses en fait. Et je crois que c'est tout ce qui se joue en ce moment. En fait, par exemple, si vous regardez un des mouvements les plus puissants du féminisme en France en ce moment, qui est le mouvement des colleuses, qui est ce qu'on voit sur les murs. Qu'est-ce qu'elles font les colleuses? Elles disent une réalité, elles l'écrivent en énorme, en grosses lettres, pour qu'on la voie, pour qu'on ne puisse pas y échapper. Et je pense que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de jusqu'où on peut dire quelque chose ou pas. Jusqu'où on peut dire, oui, il y a une guerre des hommes contre les femmes. On peut le dire ou on ne peut pas le dire. Et ça réagit comment? Et moi, je le dis. Et c'est tout aussi éloquent. Je parlais tout à l'heure des réactions aux actions de la Barbe, qui sont aussi importantes finalement que les actions elles-mêmes. Et là, les réactions quand on dit ça, alors que je pose une réalité sur n'importe quel sujet. Oui, il y a un massacre des femmes tous les jours. C'est pas, j'invente rien, je veux dire. Il y a plein de choses que vous dites qui vont loin. Quand vous écrivez, c'est une référence, mais vous écrivez l'hétérosexualité des femmes reste pour moi un douloureux problème. Quand vous êtes à côté de pancartes où il y a écrit pédolande pour parler de la mairie de Paris, ou adjoint de la culture du viol pour parler de Girard, quand vous dites sur un plateau télé à propos de la PMA, ne pas avoir un mari, ça m'expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. Mais qu'est-ce qui est violent? Enfin, non, mais question. On doit comprendre que vous souscrivez mot pour mot au sens propre à tout ce que vous dites, ou il y a une espèce de technique de l'électrochoc? Non, je souscris par ailleurs. Ça m'a fait rire parce que quand tout le monde s'est fait oh, mon Dieu, ne pas s'exposer, les propos dans cette vidéo aimablement tronqués par certains élus, ça, je l'assume complètement et c'est même développé dans le livre. Et là encore, enfin, il faut que renseignez-vous, éduquons-nous, regardons en face quels sont les chiffres. Je sais qu'ils sont terribles. Je sais qu'ils sont terribles et je sais qu'ils sont traumatisants quand on ne travaille pas dessus, comme c'est mon cas quotidiennement. Mais la guerre, cette guerre-là qui est menée contre les femmes, ce massacre-là quotidien, il est terrible et il mérite d'être dit. Il y a des séparatismes au sens, et là c'est très important de définir les mots, parce que sinon en effet on rentre là encore dans de nombreuses confusions et on peut mal interpréter les propos. Des séparatismes en ce sens où il peut y avoir des groupes de personnes qui souhaitent se séparer du reste de la société et appliquer des règles qui sont contraires à la loi commune, qui sont contraires aux normes républicaine. Donc là, il y a problème, puisque du coup, il y a confrontation, il y a opposition avec la loi commune et non-respect de la loi. Mais ce sont des séparatismes, au pluriel, et ça concerne tous les groupes qui sont dans cette logique-là. Alors effectivement, il y a l'islamisme radical, avec cette logique d'islam rigoriste qui, d'une part, va vouloir se séparer du reste de la société, mais aussi radical, c'est-à-dire avec une violence contre cette société, avec évidemment des dérives dramatiques qui peuvent aboutir au terrorisme. Après, mais il y en a d'autres. Il y a des séparatismes qui sont liés aux dérives sectaires. Aujourd'hui, les dérives sectaires touchent plus d'un demi-million de personnes, 500 000 Français. Ce sont des dérives séparatistes aussi qui vont chercher à imposer à des groupes de personnes des normes tout à fait opposées au droit commun. Et puis il y a aussi des mouvements identitaires d'extrême droite qui sont dans une logique aussi séparatiste, qui s'opposent à la République laïque et qui le proclament d'ailleurs régulièrement et qui sont dans une logique de retour, par exemple, à une église d'État et qui surtout s'opposent à toute diversité de la société, on le sait, et vont avoir parfois des actions violentes ou fomenter des actions violentes, notamment contre les populations dites immigrées, etc. Et d'ailleurs, plusieurs attentats ont déjà été déjoués ces dernières années. Donc une loi sur les séparatismes, idéalement, devrait concerner tous les séparatismes dont vous parlez. Oui, tout à fait. Mais c'est normalement ce qui est prévu. On a examiné toute une série de législations qui avaient été utilisées dans le cadre de manifestations. Il y en a qui sont complètement contraires au droit international. Par exemple, le fait de poursuivre des personnes pour organisation d'une manifestation non déclarée. En droit international, une manifestation n'a pas à être déclarée pour être légale. Ou alors la dissimulation de visage, elle est beaucoup trop large pour être conforme au principe de proportionnalité au droit international. Et puis elle n'a plus aucun sens dans le contexte Covid. Ensuite, il y a des lois qui sont interprétées de manière beaucoup trop large. On peut penser au délit de groupement en vue de la préparation de violence. On a des cas où, par exemple, une personne a passé plus de 8 heures en garde à vue pour délit de groupement en vue de la préparation de violence parce qu'elle gonflait des ballons jaunes sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc là, on se demande quel est le critère pour établir l'intention de commettre des violences. On va revenir sur un ou deux exemples que vous venez de citer, justement. Vous reprochez donc au gouvernement, dans ce rapport, notamment la loi interdisant de dissimuler son visage. On lit dans ce rapport, on va voir qu'entre avril et octobre 2019, les autorités ont placé 210 personnes en garde à vue pour avoir dissimulé leur visage lors de manifestations. C'est des chiffres officiels. Certaines ont fait l'objet de poursuites pour cette infraction et 41 personnes
ont été reconnus coupables. Et vous le dites, c'est d'autant plus frappant qu'en ce moment, on est en pleine pandémie et que le masque est quand même obligatoire. Oui, alors cette loi n'a absolument plus aucun sens aujourd'hui. Et puis on peut avoir plein de raisons de masquer son visage en manifestation parce qu'on veut arborer un masque d'un représentant politique. On avait une personne qui avait un masque de Benalla dans son sac et qui voulait exprimer une opinion en allant manifester avec. Il y a des personnes qui se couvrent le visage pour se protéger des gaz lacrymogènes. On a eu le cas d'une personne qui a été arrêtée parce qu'elle portait un chapeau, des lunettes de soleil et un petit masque pour se protéger des gaz lacrymogènes. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucune raison d'arrêter ces personnes. Il n'y a pas d'intention de commettre des violences et donc elles ne devraient même pas être criminalisées. Il y a aussi donc cette obligation de déclarer une manifestation dont vous avez parlé, une obligation dont vous rappelez, encore une fois dans le rapport, que selon le droit international relatif aux droits humains, elle n'a tout simplement pas lieu d'être. Absolument. Les autorités peuvent demander des notifications pour faciliter l'organisation d'une manifestation, mais en aucun cas ça ne peut se substituer à une autorisation ou ça ne peut être obligatoire. Il faut laisser de la place pour des rassemblements spontanés. Les manifestations n'ont pas à être autorisées par les pouvoirs publics et donc les manifestants peuvent mener des manifestations non déclarées tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il n'y a aucune raison de les déclarer illégales. Amnesty International, c'est une ONG internationale, comme son nom l'indique. Quand vous regardez le cas de la France par rapport aux autres pays, aux autres démocraties qui nous entourent, par exemple, on se situe à quel niveau ? Alors, Amnesty International ne fait pas de classement entre les pays et on travaille dans de nombreux pays sur des problématiques d'arrestation de manifestants pacifiques, de journalistes. La France n'est pas le seul. Ensuite, il est difficile de dénoncer ce qui se passe dans d'autres pays en restant silencieux sur des situations similaires en France et c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui ce rapport. Ce rapport, il est publié à l'échelle mondiale dans tout le mouvement Amnesty International ainsi qu'une pétition qui vise spécifiquement Emmanuel Macron et qui demande que la France mette fin aux arrestations de manifestants pacifiques et se mette en conformité avec le droit international. Et par exemple, ce qui se passe chez nous, est-ce que ça se passe de la même façon en Allemagne, en Italie, en Espagne, ou est-ce qu'on est sur des façons de gérer les manifestations totalement différentes ? Alors aujourd'hui, on a des façons de gérer les manifestations, et ça s'est notamment vu dans le cadre des Gilets jaunes, qui sont particulièrement répressives, à la fois que ce soit dans le cadre du maintien de l'ordre, donc l'usage illégal excessif de la force, et qui a été largement documenté, et puis également dans le recours au judiciaire et au droit pénal pour poursuivre des manifestants, y compris quand ils n'ont pas commis de violence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu de manière très intense en France ces derniers mois. Les restaurants vont rester fermés à Marseille. Qu'est-ce qu'on dit aux Marseillais, aux Aixois pour qu'ils tiennent le coup ? Les riches, il n'y a pas de problème, ils boiront chez eux, ils ont des grands appartements. Le problème, c'est les pauvres, parce que les bars sont fermés, on va leur interdire de boire dehors. Il faut quand même rappeler que c'est une politique de classe, cette politique sanitaire. Et là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce type d'interdiction, où le fait d'être raisonnable, et il faut l'être un petit peu, c'est absolument nécessaire, mais interdire à des gens, penser aux étudiants, ou fermer entièrement des universités, ou fermer des lieux de vie, en fait. Des lieux de vie, de liens sociaux. C'est dangereux, parce qu'on gouverne avec la peur. Bon, on sort de 20 ans de guerre au terrorisme, toute la société depuis 30 ans. Et là, le Covid n'est qu'un symptôme. Enfin, il prend le relais de politique de la peur. Et c'est quand même très dangereux, la peur. On connaît les pathologies de la peur en politique. Ça produit des monstres abominables. Et de ce point de vue-là, je trouve que le niveau de peur, de terreur, encore une fois, par rapport au nombre de morts, encore une fois, il y a des tragédies individuelles épouvantables. Mais d'un point de vue collectif, par rapport à beaucoup d'autres enjeux, il me semble que mettre la peur là-dedans, alors qu'il est quand même probable qu'on ait un vaccin en décembre ou en janvier, si on a encore Anthony Fauci, qui est quand même un peu quelqu'un d'assez compétent, je crois, si un vaccin arrive, c'est pas la chose la plus dangereuse. En revanche, les restaurants vont rester fermés à Marseille. Qu'est-ce qu'on dit aux Marseillais, aux Aixois pour qu'ils tiennent le coup ? Les riches, il n'y a pas de problème, ils boiront chez eux, ils ont des grands appartements. Le problème, c'est les pauvres, parce que les bars sont fermés, on va leur interdire de boire dehors. Il faut quand même rappeler que c'est une politique de classe, cette politique sanitaire. Et là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce
ce type d'interdiction, où le fait d'être raisonnable, et il faut l'être un petit peu, c'est absolument nécessaire, mais interdire à des gens, penser aux étudiants, ou fermer entièrement des universités, ou fermer des lieux de vie, en fait. des lieux de vie, de lien social. c'est dangereux parce qu'on gouverne avec la peur. Bon, on sort de 20 ans de guerre au terrorisme, bon, toute la société depuis 30 ans. Et là, le Covid n'est qu'un symptôme. Enfin, il prend le relais de politique de la peur. Et c'est quand même très dangereux, la peur. On connaît les pathologies de la peur en politique. Ça produit des monstres abominables. Et de ce point de vue-là, je trouve que le niveau de peur, de terreur, encore une fois, par rapport au nombre de morts, encore une fois, il y a des tragédies individuelles épouvantables. Mais d'un point de vue collectif, par rapport à beaucoup d'autres enjeux, il me semble que mettre la peur là-dedans, alors qu'il est quand même probable qu'on ait un vaccin en décembre ou en janvier, si on a encore Anthony Fauci, qui est quand même un peu quelqu'un d'assez compétent, je crois, si un vaccin arrive, c'est pas la chose la plus dangereuse. En revanche, s'habituer à avoir peur, s'habituer à se soumettre à la peur, alors ça, c'est très, très, très dangereux politiquement. Disons qu'on est dans une situation qui, si elle avait dû avoir cours en Roumanie, en Hongrie ou dans un film de fiction, on aurait peine à y croire. Et donc, il y a une pédagogie à faire sur la situation qui est celle de l'actuel garde des Sceaux, puisque nous avons un ministre qui, avant d'être ministre et d'entrer au gouvernement, était avocat. C'est un avocat qui tempête depuis la création du parquet national financier, à la fois contre les magistrats qui le composent, mais contre même l'esprit même de la lutte anticorruption. Et on a découvert, à la faveur d'une enquête liée au scandale Bismuth-Sarkozy, une affaire de corruption qui va valoir à l'ancien président et à son avocat, ça n'est pas une anecdote, maître Thierry Herzog, un procès en novembre prochain pour corruption. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'il va y avoir un procès pour corruption contre un ancien président de la République. Qu'il y avait eu une enquête au sein du parquet national financier pour savoir qui, dans l'appareil judiciaire ou parajudiciaire, pouvait informer le clan Sarkozy illégalement d'informations sur des enquêtes en cours. C'était lié à l'affaire Bettencourt. En échange de quoi, c'est l'accusation, M. Sarkozy et son avocat promettaient des places au soleil pour les magistrats qui les renseignaient. Et le PNF a mené ce qu'on appelle une enquête incidente et a épluché pendant 15 jours les factures détaillées. Ce n'est pas des surveillances téléphoniques ou des écoutes. C'est les fadettes, les factures détaillées, pour voir si, à travers un certain nombre d'avocats proches de Thierry Herzog, dont Éric Dupond-Moretti, on pouvait remonter le fil de la taupe. L'enquête a été infructueuse, on n'a pas trouvé qui était la taupe, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y ait une taupe, mais on ne l'a pas trouvée. Quand ça a été révélé, cette enquête incidente par Le Point en juin, Éric Dupond-Moretti était avocat, il a traité les magistrats du PNF de dingues, de barbouzes, aux méthodes barbourzardes, je le cite, et il a déposé plainte contre le parquet national financier. Quand il est devenu ministre de la Justice, il a retiré sa plainte, pour une raison simple, c'est que ministre de la Justice, il devient le supérieur hiérarchique de ceux qu'il traitait de dingues et de barbouzes. Mais une enquête a été ouverte administrativement par l'inspection judiciaire. Elle a rendu un rapport qui a conclu qu'il n'y avait eu aucun acte illégal commis par le PNF et qu'il n'y avait pas eu de manquement à la déontologie et au règlement. Qu'il y avait des questions qui pouvaient se poser, notamment sur la durée de l'enquête, sur des problèmes de remontée d'informations, mais rien de disciplinaire. Et sur la foi de ce rapport qui ne pointait pas de problème de la sorte, Éric Dupond-Moretti, devenu garde des Sceaux, décide d'ouvrir une enquête disciplinaire contre les magistrats qui avaient enquêté sur lui. Ça, c'est le premier conflit d'intérêts. C'est un homme qui profite de sa fonction pour régler des comptes à titre personnel vis-à-vis de l'avocat qu'il était avant d'être ministre. Et il y a un deuxième conflit d'intérêts, c'est que Éric Dupond-Moretti a mis en scène cet été ses vacances avec Thierry Herzog. On regarde, c'est dans Paris Match. Voilà, cette mise en scène, c'est ça, c'est Paris Match, donc il se prête au jeu de la mise en scène de sa vie privée. Outre le fait qu'on le voit avec sa compagne, on peut aussi y lire qu'il a passé donc une partie de son été avec Thierry Herzog, qui dans ce papier de Paris Match ne tarit pas d'éloges sur son ami Éric Dupond-Moretti. Donc la mise en scène de ça, elle est problématique. Elle est extrêmement problématique parce qu'il n'y a pas de crime d'amitié. On a les amis qu'il veut. M. Herzog fréquente les amis qu'il veut. Là, c'est pas la question, c'est la mise en scène dans Paris Match d'une amitié avec un homme qui est prévenu pour corruption, qui va être jugé en novembre, qui affiche sa proximité, et même plus que sa proximité. Il dit, c'est mon pote de toujours. Il m'a dit ce qu'il va faire au ministère de la Justice. Il va secouer cette institution. Thierry Herzog
qui va être jugé dans un procès dont l'accusation va être incarnée par le parquet national financier, qui est placé sous l'autorité hiérarchique et statutaire de qui ? D'Éric Dupond-Moretti. Donc, je peux vous dire que tout cela ne peut être vécu que comme une pression sur l'accusation au procès de son ami. Et on voit bien que ce qu'il fait en déclenchant une enquête disciplinaire contre des magistrats du parquet national financier, il ne règle pas simplement des comptes à titre personnel, il affaiblit une institution qui va représenter l'accusation au procès de son copain. C'était un des joueurs les mieux payés en France, un des joueurs de foot les mieux payés en France, Javier Pastore, argentin, star du PSG jusqu'à son transfert il y a 2 ans à l'AS Roma. Une star du foot, Yann, et un champion de l'évasion fiscale. Tu enquêtes sur les Football Leagues depuis des années et ce soir tu apportes une nouvelle info sur Pastore. Il a fait l'objet d'un contrôle fiscal en France quand il jouait au PSG et il a accepté de payer un redressement fiscal de plus d'1 million d'euros. C'est ce que tu as appris grâce à un document que tu vas nous détailler tout à l'heure. Mais d'abord, pour rappel, en 2016, avec d'autres journalistes, tu révèles les Football Leaks et la passion de Pastore pour les paradis fiscaux. Qu'est-ce que tu avais démontré à ce moment-là ? À ce moment-là, grâce au document Football Leaks, on avait démontré que plusieurs joueurs argentins touchaient en fait leurs revenus de sponsoring que leur versent leurs partenaires via des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Et par exemple, pour Pastore, entre 2013 et 2015, Nike avait versé 1,9 million d'euros à une société en Uruguay, Clisery, donc l'Uruguay étant un paradis fiscal surnommé la Suisse de l'Amérique latine. Vous aviez pu remonter le schéma, c'est ça ? Oui, ce qu'on avait pu prouver grâce au document, c'est que la marque Nike et sa filiale aux Pays-Bas versaient les droits à l'image à une société écran, Aurel BV, toujours aux Pays-Bas, et que Aurel BV envoyait ensuite l'argent à une seconde société écran, Clisery, basée en Uruguay, donc un paradis fiscal. L'argent était viré sur un compte bancaire ouvert par cette société écran chez Premier & Co, une société de transfert de fonds à Londres. En fait, c'est un peu comme un compte PayPal, mais pour les entreprises. Et le problème, c'est qu'on était resté bloqué là. On n'arrivait pas à savoir comment Javier Pastore récupérait l'argent au final. Et vous étiez même resté bloqué devant une boîte aux lettres, puisque d'ailleurs, tu étais allé à l'adresse d'Aurel aux Pays-Bas, place du Dam à Amsterdam. Et quand tu étais arrivé à l'adresse, tu avais été accueilli par la gardienne. Ça avait été fort instructif. I'm looking for a company called Aurel. You know Aurel? Aurel BV? Now, I know, you know, there has been a company here before, Okay. and they let other people sign in without our permission. Well, excuse me, what do you mean? That They registrate here, they use this address for registration, Okay. but they have no rent contract, nothing, and it's like hundreds of them maybe. Yeah, there are 100 companies Yeah, here. something like that. But now I went to the fraud commission and all this tax commission because I want to get rid of them because it's a headache for us. Voilà, donc la preuve par l'image d'une société boîte aux lettres. Tu étais vraiment devant des boîtes aux lettres. Alors, quelques jours après votre article, le parquet national financier avait ouvert une enquête judiciaire visant Pastore pour blanchiment de fraude fiscale. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la star du PSG avait eu en plus un contrôle fiscal et c'est ce document qui nous en donne l'information. Oui, ce document, c'est un document très officiel qui date de juillet 2020. Il vient du fisc et c'est tout simplement le bilan du contrôle fiscal international pour l'année 2019. Donc, comme on le voit en page de garde, il est précisé que ce bilan vise à commenter les résultats obtenus et à présenter une sélection de dossiers emblématiques. Et en page 40, donc l'un de ces dossiers emblématiques, c'est l'affaire de Monsieur P qui est détaillée. Alors très vite, on comprend que Monsieur P, c'est Pastore, notamment parce que le document dit que l'affaire est partie de l'article de Mediapart et qu'il y a un certain Monsieur S qui est mentionné, qui est Marcelo Simonian, son agent, qui est le personnage central du montage. Alors ce rapport du fisc est absolument accablant pour Pastore et son agent. Il parle, je cite, d'un schéma complexe, d'une activité occulte via une société offshore qui bénéficie d'un régime fiscal privilégié. C'est cette fameuse société Clisery en Uruguay dont on parlait avant. Surtout, le rapport dit que Clisery est contrôlé indirectement par le joueur, que Monsieur P. Pastore n'a pas déclaré les revenus liés à cette activité et que, je cite, le caractère intentionnel de la fraude est parfaitement démontré. Conclusion du fisc, la rectification a finalement été acceptée par le contribuable Pastore, avec lequel une transaction a été conclue afin de sécuriser le recouvrement. Donc, je résume, Pastore n'a pas déclaré certains revenus de sponsoring au fisc, c'était intentionnel, il a donc été redressé pour ça. On a parlé d'un monsieur S, donc c'est son agent, Marcelo Simonian, quel a été son rôle ?
Alors, son rôle, c'est que le fisc a fait une découverte que nous, on n'avait pas dans les documents, c'est que l'argent qui allait dans la société en Uruguay, Clisery, était reversé à Dodici, donc qui est la société de l'agent Marcello Simonian, et qu'ensuite, je cite le fisc, la société de l'agent avançait les fonds nécessaires à certaines opérations et dépenses personnelles de Monsieur P et de sa famille en Argentine. Donc, Marcello Simonian était une sorte de carte bleue vivante pour Pastore et sa famille. Oui, c'est ça, c'est lui qui touchait l'argent des paradis fiscaux et qui le redistribuait. Alors, j'imagine que tu as contacté Pastore et ou son agent. Est-ce qu'ils t'ont répondu? Oui, je l'ai contacté via son agent Marcello Simonian. Alors, il nous a confirmé que Javier Pastore avait bien subi un redressement fiscal, que ça concernait bien ses revenus de sponsoring versés par Nike et qu'il avait accepté de payer le redressement. Alors, il ne nous a pas confirmé le montant, mais selon nos informations, c'est bien plus d'1 million d'euros que Javier Pastore a dû payer. Alors, selon son agent, Javier Pastore aurait payé ses impôts là-dessus en Argentine. Donc, quelque part, il aurait payé 2 fois en France, mais il a quand même accepté le redressement, je cite, pour éviter les problèmes et les spéculations. Donc ça, c'est la version de son agent. Et par ailleurs, donc, son agent Marcello Simonian a démenti avoir servi de tiroir caisse occulte à Javier Pastore, mais en tout cas, c'est pas ce que dit le rapport du fisc. C'est pas ce que dit le fisc et c'est très officiel et très documenté. Merci Yann, on te lit dans Mediapart. À bientôt. Merci d'être passé dans À l'air libre. Merci Valentine.